Bonjour à chacun d'entre vous et merci d'être présent à cette table ronde sur les enjeux de l'eau au Moyen-Orient qui est organisée dans le cadre du festival et en collaboration avec le journal dont je m'occupe qui s'appelle Orient 21, qui est un journal en ligne sur le monde arabe et musulman qui est un journal quotidien qui publie un article long par jour en français et qui a des déclinaisons aussi en arabe, en anglais et même en persan. Donc merci d'être là. Comme vous savez, l'actualité du Proche-Orient, elle est permanente. Il fait la une des journaux, encore ces 2 derniers jours avec les questions des manifestations à Gaza, mais c'est quelque chose qui est permanent. Et on a voulu aborder ces problèmes d'une manière un peu différente, qui correspond aussi au thème du festival, c'est-à-dire celui de l'eau, de montrer que derrière, ou en arrière-plan plutôt de ces conflits, il y a la question de l'eau, du contrôle de l'eau, de qui appartient l'eau, qui profite de l'eau. Et pour ça, on va successivement aborder trois régions ou 3 problématiques qui concernent le Nil, l'Irak, les problèmes de l'eau, et les problèmes du conflit israélo-palestinien. Donc, comme on voudrait qu'il y ait un temps assez important pour la discussion, on a demandé à chacun on s'est mis d'accord avec chacun des intervenants qui a donné son accord, que les interventions seront de 10 minutes et qu'ensuite le temps ira à la discussion. Il y aura peut-être une petite exception pour les 10 minutes. Et donc, je donne d'abord la parole à Habib Ayeb, qui est géographe, réalisateur, qui est spécialiste aussi des questions de l'eau du Nil et qui est président d'un observatoire de la souveraineté alimentaire et de l'environnement. Habib, tu as la parole pour 10 minutes, chronométrées. Je fais là-bas. Est-ce que pour ceux qui enregistrent, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se mette là-bas ou ici? C'est mieux là. C'est mieux au pupitre, oui. Là? Oui. Au pupitre. Et ça marche le micro là-bas? Allô? Ça marche? Oui, merci beaucoup Alain et merci aux organisateurs et aux personnes, à vous toutes et tous, évidemment, d'être là. Ça me fait plaisir de replonger dans une eau que j'avais abandonnée depuis quelque temps. Parce que on continue gentiment à me proposer de parler de l'eau parce qu'ils savent que c'est important pour moi, mais ça fait vraiment très très longtemps que je ne travaille plus spécifiquement sur l'eau. Et donc, s'il y a quelques lacunes, vous m'excuserez. Et s'il y a quelques oublis, peut-être que je pourrais me récupérer pendant les questions-réponses. Mais je vais essayer de respecter les 10 minutes. Et Alain, n'hésite pas à m'arrêter si je dépasse. Ce qui m'a été proposé de faire, c'est de faire un petit tour un petit tour du Nil, et plutôt de l'Égypte du Nil, ou le Nil de l'Égypte. Ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, parce que les Égyptiens considèrent que tout le Nil leur appartient, que tout le Nil est égyptien. Et donc, c'est un peu sur ce point-là que je voudrais intervenir. Et donc, l'Égypte du Nil, c'est l'Égypte qu'on connaît aujourd'hui, les frontières politiques qu'on connaît actuellement. Avec une petite précision, c'est que l'Égypte, c'est un pays qui a plusieurs spécificités, mais comme un peu toutes les régions du monde, mais l'Égypte a une spécificité très particulière. C'est que l'Égypte n'est pas irriguée par le ciel. Il ne pleut pas en Égypte. L'agriculture est à 100% irriguée. Et il ne pleut pas, bon, j'exagère un peu évidemment, mais on est à 100 mm de pluie par an. Autrement dit, pas suffisamment pour faire une agriculture et pas suffisamment pour nourrir et pour donner à boire à une centaine de millions de personnes aujourd'hui.
Donc, le Nil est irrigué par une source d'eau qui est très éloignée en Afrique de l'Est. 80% de son eau vient d'Éthiopie et le reste de 20% vient des grands lacs du côté du Sud-Soudan, Rwanda, Ouganda et surtout au Burundi. Voilà. En passant par le lac Victoria et les grands marécages du Sud-Soudan et ainsi de suite. Et donc, l'Égypte, c'est un cas, c'est ce que les Grecs, déjà à l'époque, hein, et le nom d'oasis vient de là, l'Égypte, c'est une oasis. Ce n'est pas un pays, entre guillemets, normal. L'Égypte, s'il n'y avait pas le Nil, serait ce qu'est la Libye aujourd'hui. En gros, un grand désert avec moins de pétrole que la Libye, mais un peu de pétrole, mais une population probablement qui n'aurait pas dépassé 4-5 millions de personnes, ça veut dire 20 fois moins que la population actuelle. Donc, c'est extrêmement important. 95-16% de la population vit sur la vallée même du Nil. Le reste du territoire, la vallée du Nil qui ne représente que 5% du reste du territoire. Hein, le reste du territoire étant un désert, un grand désert, avec, comme vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit il n'y a que les aveugles d'esprit qui pensent que le désert est vide. Le désert n'est pas vide, mais en l'occurrence, il est vide d'habitants. Ça, c'est clair. Il n'y a quasiment personne qui vit dans le désert. Avant, c'était des populations nomades, mais ça fait longtemps que ces histoires-là se sont énormément rétrécies. Donc, l'Égypte, le Nil est quelque chose d'extrêmement important pour l'Égypte. Et j'ai l'habitude de dire qu'on peut, si on a l'entraînement suffisant et la pratique nécessaire, on peut espionner tous les ministères égyptiens, y compris le ministère de la Défense et de l'Intérieur, quoique c'est extrêmement difficile, mais le ministère qui est totalement, extrêmement fermé et impossible à espionner, c'est le ministère de l'Irrigation, qui est beaucoup plus stratégique que n'importe quel autre ministère. À tel point que, par exemple, je vous donne juste une idée, d'habitude on dit, et c'est des chiffres anciens qui datent des années 40, on maintient encore que le Nil, la crue annuelle du Nil, moyenne, hein, est de 84 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui est déjà énorme. Hein. Ceux qui se perdent dans les chiffres, imaginez qu'un immeuble de 84 km de haut sur une base d'1 km sur 1 km, ce qui est absolument colossal. Vous savez, moi j'ai appris, parce que j'ai fait ma thèse en Égypte et que j'ai eu la chance d'accéder à ce ministère totalement fermé et jusqu'au cabinet ministériel à une certaine époque, dans les années 90, j'ai eu un chiffre totalement différent qui vient donc du ministère lui-même, qui n'a jamais été publié, que moi-même je n'avais pas l'autorisation de le publier, c'est qu'au fait, la vraie crue du Nil recalculée après 50 ans d'observation, c'est 94 milliards de mètres cubes d'eau. Et donc il y a un problème déjà de sources, d'informations sur les sources du Nil. Donc les Égyptiens, ils ont toujours vécu sur un fantasme, mais qui est un cauchemar, qui est de la possibilité que quelqu'un ferme les sources du Nil et qu'eux, ils se trouvent sans aucune goutte d'eau. Et toute leur politique pendant les 3 derniers siècles quasiment, en élargissant un peu la période, mais je ne suis pas très loin, 2 siècles et demi à peu près, toute leur politique en interne et en externe était destinée à maîtriser les eaux du Nil. Les découvertes des sources du Nil, c'est des Égyptiens qui l'ont facilité quand ce n'est pas des personnes égyptiennes. L'occupation du Soudan est une initiative égyptienne
et qui s'est devenu après un condominium anglo-égyptien. C'est une bizarrerie dans la région. Hein. Je veux dire, il y en a eu d'autres ailleurs et dans l'histoire, mais le Soudan, vous savez qu'elle a été colonisée en même temps par les Égyptiens et les Anglais pendant longtemps. Mais la présence même de l'armée égyptienne depuis l'époque de Mohamed Ali, ça veut dire tout au début du 19e siècle, c'était pour maîtriser les sources du Nil, découvrir, maîtriser. L'Égypte est le pays méditerranéen qui a la plus grande masse d'enregistrements hydrologiques et météorologiques de l'ensemble de la Méditerranée. Aucun autre pays ne dispose d'autant d'archives, d'informations relativement précises. L'Égypte a encore jusqu'à aujourd'hui, sur le lac Victoria, un petit bâtiment qui est en Ouganda, un petit bâtiment sur le lac lui-même qui ferme avec un système difficile comme les ambassades. Avec le drapeau égyptien, il fait partie de l'ambassade égyptienne à Kampala. C'est un petit labo d'observation du niveau... Il y en a 2 ? 2 minutes. C'est tout ? Non. Bon, alors, non, vous savez pourquoi? C'est parce que je lui ai dit, j'ai besoin de 5 minutes. Et là, apparemment, j'ai dépassé. Bon, donc, voilà. Du coup, ça me perturbe. Il y a ce bureau qui leur sert de système de contrôle. Donc, quand l'Égypte était obligée de retourner dans son territoire, petit à petit, il y a après la première guerre, la deuxième guerre, l'indépendance du Soudan et ainsi de suite, l'Égypte a construit le barrage d'Aswan. Et moi, pour aller très vite et pour schématiser, en disant que l'Égypte, on l'a empêché de contrôler les sources du Nil, elle les a ramenées à l'intérieur de son territoire. Le barrage d'Aswan, c'est le robinet clé, c'est la vanne qui permet de maîtriser la totalité des eaux du Nil. Et ça, c'est le barrage physique. Mais il y a un autre barrage, qui est le barrage politique ou diplomatique, accompagné par la menace militaire. Par une série d'accords en 1902, 1922, 1959, une série d'accords qui a permis à l'Égypte de mettre la main sur la totalité de la crue du Nil quasiment en partage avec le Soudan. 84 milliards de mètres cubes que j'ai indiqué tout à l'heure, 55 milliards et demi pour l'Égypte, 1959, au moment de la construction du barrage, et 18,5 pour le Soudan, il reste 10 milliards, des chiffres connus, hein. Il reste 10 milliards. Les 10 milliards, c'est les infiltrations sous et l'évaporation au-dessus du lac Nasser, donc 0 goutte d'eau pour l'Éthiopie, qui en a extrêmement besoin. Et l'Éthiopie s'est toujours opposée à ça, mais l'Égypte, comme disait un ingénieur anglais de l'époque, vous savez que les Anglais, c'est eux qui ont aménagé les barrages, et moi j'ai l'habitude de dire que les grands barrages dans les pays du Sud sont des barrages coloniaux, y compris le barrage d'Aswan, mais avec une petite nuance là-dedans. Je peux finir ma phrase? La phrase, oui. Je peux finir ma phrase. Donc, c'était que l'ingénieur anglais disait l'Égypte, c'est le Nil, c'est l'Égypte, celui qui détient l'Égypte, le Nil détient l'Égypte, celui qui détient l'Égypte détient le Nil. Et Sadat, il est allé jusqu'à la menace d'intervenir militairement contre l'Éthiopie si ce pays qui est en amont entreprenait la construction d'un quelconque barrage sur les sources du Nil, ce que l'Éthiopie, une fois qu'elle a construit une forte armée et une économie assez solide, de relations diplomatiques énormes, considérables depuis 15 ans à peu près, ils sont en train de finir le premier barrage construit sur le Nil contre la volonté égyptienne. Merci. Merci à Habib de nous avoir présenté cette question qui est souvent moins connue, enfin la question du partage des eaux du Nil,
que d'autres questions comme celle du partage des eaux Israël-Palestine, etc., mais qui en même temps prend depuis quelques années, avec, comme disait Habib, la construction de ce barrage par les Éthiopiens, un tour qui peut réellement déboucher. On a parlé à un moment d'une opération militaire égyptienne contre l'Éthiopie pour empêcher le barrage. Je ne pense pas qu'ils le feront, ils n'en ont pas les moyens, mais ça montre l'importance de cette question. Donc, la deuxième intervenante, c'est Anita Donato, qui est docteur en anthropologie, qui a passé son doctorat à l'université de Milan, donc, qui est italienne, en co-tutelle avec l'université de Paris 8 et qui fait des recherches sur la Palestine. Et elle a exceptionnellement droit à 15 minutes, mais je serai aussi impitoyable qu'avec Habib après les 15 minutes. Du favoritisme, vous voyez. C'est les femmes qui sont favorisées, pour une fois. Bonjour. Moi, je vais vous parler de l'histoire socio-écologique de la communauté du village rural de Wadi Foukin, situé dans la région sud-ouest de Bethléem, en Cisjordanie. Et je vais vous montrer l'histoire des interactions entre l'administration de l'État et les processus hydriques qui, depuis le mandat britannique jusqu'à aujourd'hui, ont affecté la configuration économique, sociopolitique et culturelle de la communauté locale. Le village de Wadi Foukin se trouve dans une vallée où il y a de nombreuses sources, dont l'eau est historiquement utilisée pour l'irrigation par un réseau de canaux gérés au niveau communautaire. Selon les mémoires sociales locales, les familles et les argis vivant dans les villages sont arrivés d'autres régions palestiniennes pendant une période non spécifiée de l'occupation ottomane, peut-être autour des années 1880. Les personnes plus âgées m'ont dit que l'eau de source dans les villages était la source d'une nouvelle vie. Par exemple, les membres du groupe tribal appelé Manasr vivaient dans un village où il n'y avait qu'une source. Ils étaient des bandits volants, les marchands qui passaient par la route reliant Hébron à Jérusalem. Lorsque les autorités ottomanes ont décidé de mettre fin à ces pratiques en les tuant, ils se sont échappés et dispersés. Et certaines familles se sont installées à Wadi Foukin, où les sources leur ont permis de devenir des paysans. À la suite de la chute de l'Empire ottoman, le mandat britannique a renforcé les moyens directs de contrôle du territoire et des populations par l'adoption de technologies politiques inventées, introduites dans les États-nations européens, telles que les frontières physiques, l'arpentage de terres à grande échelle, l'octroi des titres de propriété foncière. Dans ce cadre, les autorités ottomanes britanniques ont défini les frontières administratives de Wadi Foukin et des autres villages palestiniens, où les communautés étaient considérées comme des unités administratives responsables du paiement des impôts d'une taxe commune, en contribuant à leur territorialisation. L'objectif était de sédentariser les populations locales et de les intégrer dans les structures de pouvoir et dans l'économie de l'État. L'eau a joué un rôle central dans ces stratégies. Les administrateurs britanniques ont étendu les canaux d'irrigation dans les villages en permettant aux paysans d'irriguer davantage de terres et aux autorités britanniques de demander le paiement d'impôts pour elles. En accord avec les gouvernements indirects de territoires mis en place par le système colonial anglais, les projets hydrauliques étaient planifiés au niveau local et régional. Malgré ces stratégies, les moyens de subsistance des familles reposaient sur la complémentarité entre les activités agricoles et celles d'élevage, qui impliquaient des transhumances annuelles dans une zone de subsistance qui s'étendait jusqu'à la zone de Jéricho, pour s'adapter à la variabilité saisonnière de la pluie et des pâturages dans l'environnement aride et semi-aride local. La diffusion graduelle et partielle de la propriété privée et les impôts élevés avait entraîné une stratification sociale accrue. La plupart des terres du village et l'eau de source étaient divisées et échangées entre les familles élargies par des luttes de pouvoir, des relations de patronage et des alliances politiques hiérarchiques légitimées par des relations matrimoniales. Au fil du temps, la négociation de ces réseaux de relations ont entraîné à l'organisation des familles élargies en deux groupes tribaux en forte concurrence entre eux. Et les groupes tribaux étaient émergés en tant qu'une dimension de cohésion politique hiérarchique exprimée à travers l'idiome de la parenté qui légitimait le partage et l'échange des ressources.
Depuis sa création en 1948, l'État d'Israël a renforcé et multiplié les technologies politiques introduites par le mandat britannique. La définition des frontières israéliennes a entraîné à la perte d'accès à la plupart des terres qui ont été incluses dans l'État d'Israël. En 1956, l'armée israélienne a démoli les villages et a déplacé ses habitants, qui sont devenus des réfugiés, avec la conséquente dispersion des familles élargies dans les territoires palestiniens et à l'étranger. En 1972, la plupart des gens originaires de Wadi Foukin ont pu retourner dans les villages, à vivre dans les villages, excepté la plupart de ceux qui vivaient à l'étranger. Néanmoins, à la fin des années 80, l'armée israélienne continue à confisquer d'autres terres afin de développer la colonie urbaine de Beitar Elite dans les territoires palestiniens et la ville de Tzur Hadassa dans les territoires d'Israël, construite sur les collines qui entourent la vallée. L'expropriation systématique des terres est autorisée par la restauration de la législation foncière ottomane, qui définit une terre sans titre privé non cultivée pendant 3 années consécutives en tant qu'une terre domaniale. La construction de ces villes israéliennes a renforcé les frontières territoriales du village, qui aujourd'hui est déconnecté du territoire palestinien environnant. Il en a résulté l'abandon progressif des activités d'élevage sur base mobile et la sédentarisation presque complète des villageois. Dans le cadre de la croissance démographique, le développement urbain israélien a entraîné à la pénurie et à la fragmentation des terres. En même temps, il empêche le cycle social sur lequel la production agricole est historiquement fondée. En effet, les sources dans les villages sont alimentées par une nappe phréatique qui est située sous la vallée et qui est alimentée par l'infiltration des pluies hivernales dans les sols des collines à l'ouest de la vallée. La bétonisation massive de ces collines liée au développement de la ville de Tzur Hadassa empêche l'infiltration des pluies dans les sols en épuisant ainsi les sources, dont certains ont complètement séché. Les conditions de rareté d'eau pour l'irrigation qui en résultent menacent aujourd'hui la survie de l'agriculture commerciale et gestion familière, qui doit faire face aussi à la concurrence acharnée avec l'agriculture intensive israélienne subventionnée par l'État d'Israël. Pour satisfaire leurs besoins, les villageois se tournent de plus en plus vers les marchés du travail, notamment dans le secteur du bâtiment israélien. Il en résulte un abandon croissant de l'agriculture qui menace le village de devenir un banlieue prolétaire d'ouvriers bas coût pour Israël. Les villages pourraient disparaître une autre fois. Comme vous pouvez voir, Israël envisage d'exproprier et d'annexer toute la région sud-ouest de Bethléem, la plus grande zone agricole et la principale source de nourriture du gouvernorat de Bethléem. En réponse à ces stratégies, pour les villageois, les activités agricoles sont des pratiques politiques d'autoreprésentation en tant que communauté rurale, contre la menace de redevenir des réfugiés, un statut encore plus marginalisé. L'accès à la terre et à l'eau des sources permet aux familles de gagner des espaces d'autonomie par rapport à Israël dans la satisfaction de leurs besoins alimentaires de base. À l'instar de la période coloniale britannique, le développement des réseaux d'eau joue un rôle central dans les stratégies de territorialisation d'Israël. À la fin des années 80, le Mekoro, la compagnie des eaux nationales israéliennes, a construit le premier réseau d'eau potable à Wadi Foukin dans la zone bâtie de Wadi Foukin et de 3 villages palestiniens voisins, en le reliant au réseau d'eau potable de la colonie de Beitar Elite qui était en construction. Ce réseau a introduit un nouveau type d'eau, l'eau potable purifiée et artificielle, une marchandise dont l'accès dépend de l'État d'Israël. Ce réseau a intégré les territoires et les communautés locales dans les structures de pouvoir et dans l'économie de l'État d'Israël, tout en les reléguant dans une condition de dépendance matérielle et symbolique. Les accords d'Oslo de 1993 établissant l'autorité palestinienne n'ont pas garanti les droits fonciers ni les droits d'eau des Palestiniens. Le village a été divisé en 2 zones administratives. La plupart des terres, en particulier celles agricoles, ont été incluses dans une zone C, sous l'administration et le contrôle de la sécurité de l'armée israélienne, et qui ne permet pas l'enregistrement foncier par l'autorité de la terre palestinienne. La zone bâtie du village a été inclue dans une zone B, sous l'administration de l'autorité palestinienne, mais le contrôle de sécurité d'Israël. Dans le cadre de la nouvelle administration de l'eau potable par l'autorité palestinienne, en 2015,
l'autorité palestinienne des eaux a construit un nouveau réseau d'eau potable à Wadi Foukin et dans les 3 villages palestiniens voisins, grâce au financement de la Banque mondiale et de USAID. Pour l'autorité palestinienne, cela constitue une étape importante vers la centralisation de l'eau et dans la lutte nationale pour l'autodétermination. Cependant, le réseau palestinien est relié au réseau du Mékoro, qui a encore le contrôle ultime de l'eau fournie au village, ainsi que du développement des infrastructures hydrauliques palestiniennes, qui doit être autorisé par les autorités israéliennes. L'autorité palestinienne apparaît comme un réseau d'institutions assurant le contrôle indirect colonial d'Israël sur les territoires et les habitants palestiniens, grâce au soutien des bailleurs de fonds internationaux, et en particulier occidentaux. Pour les villageois, le réseau d'eau palestinien consiste en l'imposition d'une autre autorité illégitime et injuste, qui relie en condition imminente de stress hydrique dans les villages. En effet, dans les territoires administrés par l'autorité palestinienne, les villes sont approvisionnées en eau potable davantage, au détriment des villages ruraux et des camps de réfugiés, dont les habitants sont marginalisés au sein des structures politiques et économiques de l'État palestinien. Par cette perspective, l'eau potable sert de médiateur de la construction de l'hégémonie des élites urbaines palestiniennes contrôlant l'autorité palestinienne. L'intégration dans les structures de pouvoir colonial, mondial et national a entraîné au changement des normes et des formes de coopération et d'autorité qui ont historiquement caractérisé la gestion de l'eau des sources ainsi que l'organisation sociopolitique locale, qui ont toujours été hiérarchiques malgré l'idiome égalitaire de la parenté. La raréfaction de l'eau et la pression foncière ont accru la concurrence entre les familles élargies qui n'échangeaient plus les terres et l'eau entre elles en vertu de relations matrimoniales. Et le groupe tribal n'est plus en dimension de partage et d'échange des ressources. En outre, avant la création d'Israël, la famille élargie partageait l'accès et l'utilisation de la terre et de l'eau des sources, selon une structure hiérarchique dans laquelle les jeunes générations, les femmes, étaient subordonnées à l'autorité de leurs parents masculins plus âgés. Aujourd'hui, l'individualisation de l'accès et de l'utilisation de l'eau des sources de la terre et les tensions entre frères et cousins pour l'accès à ces ressources reflètent la fragmentation de la famille élargie liée à la diffusion de l'emploi salarié en tant que principal moyen de soutien et à la segmentation socio-économique. La marchandisation néolibérale de l'eau à échelle mondiale et nationale a affecté les conditions d'accès à l'eau des sources. Aujourd'hui, certaines personnes qui ont quitté l'agriculture ou qui vivent à l'étranger louent ces ressources à d'autres habitants. Dans le cadre de l'absence de règles partagées sur l'accès à l'eau, ces pratiques amplifient les conflits et les dynamiques d'inégalité dans l'accès aux ressources, qui menacent la capacité des familles marginalisées à cultiver et à subvenir à leurs besoins alimentaires. Malgré ces changements, en réponse aux politiques de l'eau d'Israël et de l'autorité palestinienne, les villageois revendiquent la légitimité de leur gestion coopérative de l'eau des sources en la réifiant en tant qu'un système inchangé dans le temps et régi par des lois islamiques partagées. Celles-ci sont réinterprétées et idéalisées en tant qu'une source de justice sociale et d'équité, comme les lois sur l'héritage et l'interdiction de la marchandisation de l'eau, qui justifierait aussi les vols d'eau potable et le refus de la payer à l'autorité palestinienne. En accord avec cet idéal normatif de la gestion de l'eau des sources, les droits fonciers, les droits d'eau sont reconnus à raison de relations d'héritage légitimées par des liens généalogiques entre les individus et les ancêtres de leurs familles élargies, qui auraient fondé la communauté pendant l'époque ottomane. Ces ancêtres sont évoqués comme preuve de l'authenticité culturelle et de l'autochtonie des familles face à la rhétorique religieuse des colons israéliennes sur la présence d'une ville juive dans la région pendant les temps bibliques. Au moyen de la naturalisation des droits d'eau immémoriaux, la communauté est naturalisée en tant qu'une seule grande famille, légitimée par un large réseau de relations matrimoniales. Cela dans le but de reconstruire des réseaux de solidarité qui demeurent essentiels pour satisfaire les besoins familiaux et pour contraster la marginalisation. En conclusion, je vais vous montrer que l'histoire de Wadi Foukin et de la Palestine en général se caractérise par l'établissement d'organisations étatiques qui ont exercé un contrôle direct croissant sur les territoires et les populations au moyen des politiques de l'eau.
Cela a entraîné à des changements dans la configuration économique et sociopolitique des communautés rurales. La création de l'État d'Israël et l'expansion de ses colonies ont été fondées sur la centralisation de la plupart des ressources en eau régionales et sur des politiques d'aménagement du territoire qui ont impliqué la destruction des systèmes socio-écologiques et la création de conditions de pénurie d'eau dans les territoires palestiniens. Ces politiques ont un rôle clé dans les stratégies visant à l'expropriation des terres et dans la création d'une dépendance croissante des Palestiniens vis-à-vis du marché des ressources et des services israéliens, ce qui permet à Israël de préserver son hégémonie économique et politique. Les politiques de l'eau ont un rôle central aussi dans les stratégies hégémoniques des élites urbaines palestiniennes et dans la marginalisation des habitants des zones rurales. L'eau est un terrain pour le débat public sur la construction de l'État palestinien et sur sa légitimité. Dans ce cadre, la gestion de l'eau des sources est essentielle à la reproduction matérielle et socioculturelle de la communauté du village. Elle est une interface politique pour la négociation des hiérarchies et des formes d'appartenance politique en lien étroit avec des dynamiques plus larges. Le demeure au cœur des revendications identitaires locales et de la production de mémoire sociale visant à recomposer les ruptures historiques, identitaires et sociales provoquées par la création d'Israël et visant aussi à donner une lueur d'espoir que, comme les autres occupations coloniales, la colonisation israélienne prendra également fin. Merci de votre attention. Agneta, d'avoir attiré notre attention sur l'importance de ce problème de l'eau dans le contrôle du territoire palestinien et la manière dont l'eau est utilisée pour, aujourd'hui en tous les cas, pour permettre et élargir le contrôle israélien sur les terres palestiniennes. Aujourd'hui, nous sommes, peut-être certains d'entre vous le savent, le 30 mars, qui est en Palestine la journée de la terre, qui commémore une manifestation qui a eu lieu en 1976 des Palestiniens citoyens d'Israël, qui s'appelait Journée de la Terre, et dans laquelle une dizaine de Palestiniens ont été tués. C'est des citoyens israéliens, ce n'est pas des Palestiniens qui vivent sous l'occupation, ont été tués par l'armée israélienne, mais qui montre à quel point le problème de la terre est un problème crucial, le contrôle de la terre. Et bon, nous, on voit souvent dans les manifestations, Gaza, etc., des choses plus politique, mais on voit bien comment il y a une lutte sourde et clandestine presque qui se passe autour du contrôle de la terre. Donc maintenant, je vais donner la parole à la dernière intervenante, Géraldine Châtelard, qui est historienne et anthropologue, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient et qui travaille notamment sur l'Irak après 2003. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul ? Ah oui, d'accord. Bonjour. Merci également aux organisateurs du festival et de cette table ronde pour m'avoir invité et me permettre... Ah, et là, non ? Ça va mieux ? Zut, je le savais. Là, ça va ? Oui ? Attendez. Yes. Voilà, donc je disais bonjour. Merci aux organisateurs du festival et de cette table ronde de me permettre de vous parler des marais du sud de l'Irak. Alors moi, contrairement aux deux précédents intervenants, je ne suis pas une spécialiste de l'eau. Je m'intéresse à l'Irak contemporain, post-2003, et en particulier, un de mes angles d'approche, c'est la question du patrimoine culturel. On a beaucoup parlé du patrimoine culturel irakien détruit par l'État islamique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose, c'est comment les Irakiens se réinventent un patrimoine culturel sous le nouveau régime après Saddam. Et les marais du sud de l'Irak jouent un rôle dans ce processus. Je ne vais pas vraiment vous parler de ça, j'en parlerai dans ma dernière diapositive. Mais ça me permet d'interroger la question de l'eau à partir non pas d'une réflexion plus historique ou plus géopolitique, mais à partir d'un espace naturel lui-même. Alors les marais du sud de l'Irak, vous allez voir dans ma présentation, il y a des photos et des cartes. Je ne suis pas l'auteur des cartes puisque je ne suis pas géographe. C'est
un espace qui est situé au confluent entre le Tigre et l'Euphrate, donc la partie hachurée en vert en bas de la carte de l'Irak. L'Irak, un petit peu comme l'Égypte, mais de manière différente, ne contrôle pas les sources des deux fleuves qui l'alimentent. L'Irak, également comme l'Égypte, a son histoire depuis la plus haute antiquité qui est complètement liée à la présence des deux grands fleuves, c'est la Mésopotamie antique. Cette région des marais qui donc est au confluent des deux fleuves avait pas mal fait parler d'elle dans les années 90, au moment où cette région avait été quasiment complètement asséchée sous le régime de Saddam Hussein. Je vais avancer un petit peu là. Voilà, ça c'est l'étendue de la région des marais dans les années 70, la carte qui est ici, et une image d'un photographe anglais dans les années 70. Les marais, c'était un écosystème particulier et qui soutenait un mode de vie aussi très particulier, très unique, qui avait beaucoup frappé l'imagination du voyageur britannique, de l'explorateur britannique Wilfrid Thesiger dans la fin des années 50 et les lecteurs de son livre « Les Arabes des marais ». Mais évidemment, dans les années 90, voilà ce qu'il en reste. Il en reste à peu près 10%, 900 km² sont encore en eau, c'est-à-dire 10% de l'étendue des années 70. Il y a une répercussion médiatique internationale très importante sur cet assèchement des marais. On met beaucoup en exergue les raisons politiques qui auraient poussé le régime de Saddam à assécher les marais, parce que c'était un espace où se réfugiaient les opposants au régime, chiites du sud de l'Irak. Mais en réalité, il y a une rationalité techniciste et développementaliste beaucoup plus longue qui existe dans les pays en développement, mais aussi ailleurs, et qui vise à voir les zones de marécage comme des zones insalubres et improductives. Il faut absolument assécher, assainir, dont il faut utiliser les ressources d'eau pour l'agriculture irriguée, etc. Et ça commence dans les années 50 en Irak. Donc, c'est l'aboutissement de ce processus dans les années 90 et non pas un épiphénomène politique à ce moment-là. 2016, donc le régime de Saddam Hussein tombe en 2003. Il y a un nouveau régime en Irak qui donc accède au pouvoir, soutenu par les Américains. Et en 2016, les marais sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors, il y a les sites de marais eux-mêmes et puis il y a des villes archéologiques sumériennes. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu entre ce moment des années 90 et 2016? Il y a eu une grande campagne, donc post-changement de régime, une grande campagne pour restaurer les marais, remise en eau de cette zone, qui récupère 40% de son écosystème par rapport à son étendue des années 70. Qui revit en fait. Ce qui est intéressant, c'est dans le contexte de cette table ronde, c'est de comprendre comment s'est fait ce processus de restauration des marais. Il y a évidemment un côté technique, mais il y a surtout un changement complet, un renversement complet de la perspective écologique et économique sur les marais, qui précédemment était perçu ou présenté comme un repoussoir et qui, ces dernières années, sont réhabilités comme régulateurs du climat dans une région où les tempêtes de poussière ou les tempêtes de sable, en anglais on dit dust storms, et je ne sais pas très bien comment on dit en français, se multiplient et affectent aussi beaucoup le sud de l'Iran. Et donc aujourd'hui, on présente les marais comme un espace naturel indispensable à la biodiversité, indispensable aussi à la recharge des eaux souterraines en Irak. Et l'ancien ministère de l'irrigation, puisque c'est aussi comme en Égypte, ce ministère de l'irrigation qui était très puissant, a été renommé ministère des ressources en eau. Et de manière paradoxale, il avait été chargé dans les années 90 d'assécher les marais. Eh bien, post-2003, il a été chargé de les remettre en eau. Donc vous voyez un peu ce renversement.
eh bien, il voulait assécher les marais, comme je l'ai dit, pour des raisons politiques. Ce qui a été mis en avant dans les médias, ça a été les raisons, pas uniquement les médias, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de plaidoyer qui étaient, entre autres, soutenues par l'opposition de Saddam en exil, en particulier en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Il a voulu assécher les marais, dit-on, pour déloger l'opposition chiite qui s'était soulevée en 91. Il y a eu un soulèvement dans le sud de l'Irak et qui s'était réfugié dans les marais. Les marais, depuis l'Antiquité mésopotamienne, sont le refuge des opposants au pouvoir en place. On a des traces historiques fantastiques dans les tablettes mésopotamiennes et plus tard à l'époque islamique, etc. Donc c'était toujours le cas. Mais moi, je dis que c'est un peu court comme explication, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un vrai processus de développement dans l'idéologie développementaliste de l'Irak, de l'Égypte et des autres pays de la région qui visait à assainir ces zones marécageuses qui en plus étaient des zones où la malaria était absolument prévalente. Si vous lisez Tessiger, c'est absolument épouvantable sur le plan sanitaire. Bon. Donc, alors... ce processus de régénération des marais, il n'est pas simple, il est compliqué. L'Irak dépend de ses eaux de surface, donc ces deux grands fleuves et quelques affluents, à 95% pour ses usages industriels, 80% pour ses usages domestiques, et 50% de ces eaux de surface sont contrôlées en amont par essentiellement la Turquie, en partie la Syrie et en partie l'Iran. Donc il y a un problème de souveraineté aussi sur la ressource en eau. Et la Turquie elle-même, si vous regardez la carte de ce côté-ci, c'est la carte des barrages. Alors il y a des barrages évidemment à l'extérieur, sur le bassin du Tigre et de l'Euphrate, dans les pays riverains, mais il y a aussi énormément de barrages en Irak, parce qu'il faut contrôler cette eau pour les usages de la population, pour l'irrigation. Et qui contrôle l'eau, contrôle aussi les populations. Par exemple, donc, la Turquie construit des barrages, continue de construire des barrages en amont. Il y a eu en 2016, l'année même où les marais ont été inscrits au patrimoine mondial, c'est l'année où la Turquie met en eau le barrage d'Ilusu, qui retient une grande partie des eaux du Tigre. Et entre 2014 et 2016, l'État islamique qui tient la région de Mossoul et ses environs a aussi la main mise sur une grande partie des aménagements hydrauliques du Tigre et de l'Euphrate. Il y a aussi la question de l'exploitation pétrolière, c'est la carte ici qui est à votre gauche. Ces zones en rouge, c'est les zones qui ont été explorées, qui ne sont pas forcément exploitées. Le sud de l'Irak, au sud de l'Irak, donc, qui se superposent aux zones de marais du sud de l'Irak. Le sud de l'Irak possède 70 à 80% des ressources en pétrole du pays. Et il n'y a pour l'instant que 22% de ces gisements qui sont exploités. Donc vous imaginez la pression qu'il peut y avoir de la part des intérêts pétroliers internationaux, des conglomérats qui ont des concessions, qui voudraient exploiter plus les ressources en pétrole, et puis les défenseurs de l'environnement, de la biodiversité, qui font valoir d'autres raisons. Et également, le ministère du pétrole, c'est... Alors là, peut-être contrairement à l'Égypte, en Irak, c'est le ministère le plus puissant, sans aucun doute. La question de l'agriculture, ici, carte du milieu, qui, elle, également se joue dans la périphérie des marais, mais qui a été très affectée ces dernières années, d'abord en 2007-2009, puis à nouveau en 2018 par de grandes sécheresses, qui donc affectent la production agricole, affectent aussi les gens des zones rurales. Il y a un exode rural massif dans le sud de l'Irak à l'heure actuelle. Et toutes ces questions-là, évidemment, affectent la bonne santé écologique des marais, leur approvisionnement en eau, et de manière générale, la stabilité de l'ensemble de l'Irak. Et alors, je vais finir par cette diapositive. Alors, je disais qu'une des raisons... une des questions que je voulais aborder aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que l'Irak a jugé nécessaire de faire inscrire les marais au patrimoine mondial alors qu'il y avait ces menaces si importantes qui pesaient sur l'intégrité de cet écosystème.
Alors, une des raisons, sans aucun doute, c'est que c'est une raison qui a à voir avec l'hydropolitique régionale. L'inscription des marais au patrimoine mondial, c'est une manière de faire pression sur la Turquie en particulier pour continuer à fournir un volume en eau suffisant pour que ces marais ne s'assèchent pas à nouveau. Mais en réalité, je pense qu'il y a aussi une autre rationalité derrière tout ça. C'est que une des impulsions principales de la demande d'inscription au patrimoine mondial, c'est le nouveau rôle que jouent les marais dans l'imaginaire national. Ça, c'est une photo de la délégation irakienne lors de l'inscription des marais au patrimoine mondial, qui a vraiment vécu ça comme un événement national et qui a sorti ses drapeaux pour célébrer le nouvel Irak, en fait. Et pour le pouvoir en place depuis 2003, les marais sont devenus le symbole de la victoire sur la dictature baathiste et de la renaissance de la nation irakienne. Il y a toute une construction d'un imaginaire sur les marais qui est repris par les médias internationaux qui tend à présenter les marais comme le jardin d'Éden. Ça, dans les titres des journaux, on en parle tout le temps, ce qui est sur le plan historique totalement contestable, mais là, on n'est pas dans un discours historique. D'un espace sous-développé, insalubre, improductif, foyer d'insurrection, on en est passé au berceau de la civilisation irakienne, à une généalogie fictive qui est créée entre les habitants des marais et les Sumériens qui sont présentés comme les ancêtres des Irakiens contemporains. Voilà, c'est aujourd'hui le foyer de la civilisation irakienne, mais également universelle, puisque c'est chez les Sumériens qu'ont été inventés l'agriculture, l'urbanisme, l'écriture, la littérature, les sciences, les religions monothéistes, etc., etc. Donc ça, à mon sens, c'est tout aussi fort que les rationalités géostratégiques ou hydropolitiques pour mettre en avant cette région au niveau international. Voilà, c'est un puissant symbole national et international, mais dont l'avenir est quand même assez incertain. Il faut bien le reconnaître. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage et aussi pour avoir quand même, malgré toutes les manipulations qu'il y a autour de cette question de marée, d'avoir donné une touche positive et un peu optimiste, c'est-à-dire le fait qu'on peut retourner sur un processus dont on avait l'impression qu'il était plus ou moins irréversible. Avant de passer la parole à la salle, nous avons déjeuné tous ensemble et dans la conversation, Habib a dit, mais finalement, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de l'eau au Proche-Orient. Alors peut-être que notre table ronde ne sert à rien, peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus. Je crois que c'était une réflexion intéressante. Oui, ça marche. Moi parce que depuis 30-40 ans, la littérature sur l'eau dans la région ne parle que de manque, de rareté, de crise, de la guerre, des batailles de l'eau, de tous ces trucs-là. C'est à peu près 98 ou 99% de la littérature. En 88, un ministre des Affaires étrangères égyptien, qui a été secrétaire général des Nations Unies plus tard, Boutros Ghali, disait en 88, disait que la prochaine guerre, c'était après les accords de paix entre Israël et l'Égypte et tout ça. La prochaine guerre dans la région sera une guerre de l'eau. Vous imaginez, vous comptez avec moi combien de guerres il y a eu, il n'y a pas une seule qui a apporté directement sur l'eau. Donc c'était une vision totalement négative et totalement hydro-centrée. La moyenne, si vous prenez, c'est complètement arithmétique, donc ça n'a absolument aucun sens, mais globalement, si vous prenez la moyenne de volume d'eau, enfin le total du volume d'eau disponible dans la région et la totalité de la population régionale, et je parle de la Turquie jusqu'au Soudan, jusqu'à l'Éthiopie, il y a à peu près 1800 mètres cubes par personne et par an de disponibilité. On considère, encore un autre chiffre qui n'a absolument aucun sens, mais toujours dans les arithmétiques, que la ligne de pauvreté hydraulique, elle se situe à 500
mètres cubes par personne et par an. Donc ça veut dire qu'on a entre 2 et 3 fois plus d'eau que ce qu'il en faut normalement. Ce qui s'est passé, juste pour dire d'où ça vient cette histoire, il y a le fait, à partir du moment où on a commencé à faire de l'eau un produit vendable, commercialisable comme n'importe quel autre produit, non pas un bien commun, il a fallu créer la psychose de la rareté pour lui donner une valeur, sinon ça n'a pas de sens. Vous ne vendrez jamais du sable des déserts en plein désert, ça n'a pas de sens. Ok bah oui. Tout le monde peut se servir. Donc, il faut dire qu'il n'y a plus de sable pour pouvoir en vendre. C'est pareil pour l'eau. La première chose. La deuxième chose, c'est que depuis les années 50-60, et là on parle d'histoire des 50-60 dernières années, hein, on a multiplié par 10 et jusqu'à 13 la surface irriguée dans la région. Et cette augmentation de la surface irriguée, supposée être donc la surface agricole, ne participe à l'alimentation qu'à moins de 20%. Donc l'essentiel, c'est de l'agriculture qui ne sert pas à l'alimentation directement, ça sert à l'export. La population n'a pas augmenté 10 fois. D'accord ? La moyenne de consommation par personne, donc ça va de la fabrication des outils de je ne sais pas quoi jusqu'à la boisson quotidienne, jusqu'aux chasses d'eau et ainsi de suite. Donc la consommation moyenne par habitant, par personne de la région a été multipliée par 8. Donc, ce qui a augmenté, ce n'est ni la démographie, même si elle a augmenté, hein, elle a été multipliée par 2 ou 3, on est dans ces chiffres-là, ni réellement une rareté de l'eau, parce que de toute manière, l'eau qui tombe du ciel, la terre est obligée de la recevoir, et elle s'évapore, elle revient au ciel, ou elle s'infiltre, elle va dans les nappes ou elle alimente des rivières. Donc, de toute manière, l'eau ne se perd pas, comme elle ne se crée pas, elle se transforme, on la pollue, on la jette ailleurs, on ne peut plus la consommer. Donc ça c'est vrai. Mais j'ai oublié le reste. Bon, voilà, je m'arrête là. Bien, on a donc maintenant plus qu'une bonne demi-heure pour les questions. Donc on va faire la manière suivante. Je ne sais pas, il y a un micro dans la salle? Non, il n'y a pas de micro. Bon. Si, il y a un micro là, donc il y a une dame qui veut poser une question. Et puis monsieur là. Allez-y. Ah non, je croyais que c'était vous. Il y a une question ici. C'est-à-dire avec le... Voilà, ici, monsieur. Monsieur. C'est Lady First, non? Qui est là-dedans? Bon, allez-y. Je commence? Oui, allez-y. Bon, alors là, moi, c'est la suite, ce qu'il a dit. Merci d'abord à vous tous. Merci et je suis content de rencontrer aussi des gens avec lesquels on a travaillé ensemble. Bon, donc là, je pense que l'enjeu de l'eau au Moyen-Orient, c'est pas très vieux. C'est récent, c'est un siècle seulement, parce que en fait, le problème de l'eau n'a pas apparaît que après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le remembrement de l'Empire ottoman et la division du Proche-Orient en pays. Donc là, pour moi, c'est un problème plutôt géopolitique qu'un problème d'eau qui lie. Pourquoi? Parce qu'on prend par exemple l'Oronte. C'était une rivière qui était une rivière nationale. Disons, la Syrie, la Grande Syrie, elle sort du Liban pour se jeter dans la Méditerranée en Syrie. Maintenant, il sort du Liban, il passe dans la Syrie et pour se finir en Turquie. Donc il y a eu un problème. L'Euphrate, pareil, comme elle a dit Géraldine, entre l'Irak et la Turquie et la Syrie. Pas seulement la Turquie où se trouve la source. Il y a aussi la division entre l'Irak, la Syrie et la Turquie et la non-reconnaissance de la Turquie, que c'est un fleuve international. Et aussi pour la Palestine, pour ce qui fait Israël. Alors, dans cette région, dernièrement, tout ce qui est récent, c'est
c'est le Golan. Le Golan, alors, Trump qui dit que c'est pour la sécurité d'Israël, les États-Unis reconnaissent le Golan, l'annexion du Golan en 1981 par Israël. Mais en fait, ce n'est pas la sécurité, dans le sens large du mot, que Israël cherche, c'est surtout la sécurité hydrique. 30% de l'eau du Golan alimente le réseau de l'eau en Israël, soit pour l'agriculture, soit pour l'eau potable. Et il y a plus de... c'est-à-dire c'est une zone bien arrosée. Partout en Syrie, on a le moyen de précipitation. Il est autour de 300-400 mm. Et à l'intérieur, dans les steppes, c'est à 100 mm. Mais sur le Golan, on est à 1000 mm par an d'eau qui tombe sur le Golan, cette petite surface, et alors l'eau qui va dans le lac de Tabariad. Donc, ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas un problème comme il a dit, mais je ne suis pas d'accord avec Habib, la démographie est très importante aussi. Ce n'est pas possible, parce qu'en Syrie, aussi on divise la quantité d'eau qui existe. Avant, on l'a divisé dans les années 60, je ne vais pas très loin, on l'a divisé par 3 millions d'habitants. En 2010, avant l'exode syrien, on l'a divisé par 23 millions. Et avec un développement aussi des moyens pour l'irrigation, tout ça. Donc, les besoins, c'est important. Voilà, donc c'est grosso modo, c'est ça. Merci. Madame derrière, là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai juste une question pour la personne qui a présenté Wadi Fokine et Patir. Juste pour dire, malheureusement, Mikorout, il est engagé dans des affaires internationales. Même on trouve l'eau qui vient de Golan et d'autres territoires occupés palestiniens, qu'il n'est pas exemple le bobon d'eau Eden qui se trouve partout en Suisse. Et malheureusement, il y a pas mal de centres de recherche israéliens très développés aussi qui sont des liens avec certaines universités en Suisse. Et là, je cite Basel. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et on doit trouver un moyen commun quand même pour arrêter ces genres de compagnies internationaux, ces genres de compagnies qui volent les ressources naturelles, qui les vendent ailleurs. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Madame devant. Madame. Ici. Merci. Ah oui. Bonjour. En s'appuyant sur le droit international et au nom du droit international, quand même, cette communauté était capable de créer un État. Et avec le problème de l'eau, sur quoi on peut s'appuyer quand même pour éviter une famine qui est étroitement quand même liée avec l'eau en Éthiopie ou ailleurs. De quel pays vous parlez? Quel État? Ah, d'accord. Oui, merci beaucoup des présentations. En fait, je voudrais poser une question à Madame Chatelain par rapport donc au marais. Et vous avez mentionné les phénomènes du dust storm avec l'Iran. À votre avis, quel est le rôle joué par la protection des marais dans les relations avec l'Iran, si vous pourriez approfondir cet aspect. Merci. D'accord. Encore une dernière question, après je passe à la salle et puis on reviendra. Oui, bonjour. Merci pour les 3 exposés qui étaient excellents. Et étant égyptienne, je partage les inquiétudes des Égyptiens concernant les conséquences du barrage d'Éthiopie. Alors j'aimerais savoir, selon vous, est-ce vraiment les résultats ou bien les conséquences seraient catastrophiques et que nous risquons de beaucoup perdre en Égypte en perdant nos 55,5% des ressources des eaux de la crue du Nil et bien sûr, autres quantités dont nous disposons actuellement. Et nous craignons de les perdre et d'avoir une pénurie catastrophique d'eau en Égypte.
Selon vous, je vois que vous êtes optimiste, mais les Égyptiens ne partagent pas cet optimisme. Bien. Deux questions à Habib d'abord. Donc, est-ce que la démographie est importante ou non? Et deuxièmement, sur la question du Nil, est-ce qu'il y a une menace pour la sécurité hydraulique de l'Égypte? Avec un petit point très très rapidement sur le droit international, juste pour dire qu'il n'existe pas de droit international sur les eaux douces. C'est simple. Je peux détailler si on me donne le temps, mais ça n'existe pas. Le brouillon rédigé par les Nations Unies en 1997, il est prêt, il est au propre, c'est un document final. Il a été signé par 15 pays qui n'ont pas de problème d'eau internationaux. Voilà. OK? Donc maintenant, on parle d'autre chose. On parle de rapport de force. Quand la Turquie, c'est l'État le plus puissant étonnamment, la Turquie décide de ce qu'on peut faire ou pas sur l'Euphrate et le Tigre. Quand c'est l'Égypte, l'État le plus puissant du bassin du Nil jusqu'à la fin des années 80, l'Égypte décidait de ce qu'on pouvait faire ou pas, même en amont en Éthiopie. D'accord? Donc ça, c'est le petit point sur lequel je voulais revenir. Si Mohamed, mais je ne vois pas en quoi on est en désaccord. On est parfaitement en désaccord. La démographie est extrêmement importante. J'en sais quelque chose. J'ai 2 enfants. Mon budget a été divisé par 4 pour les nourrir. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'on ne peut pas utiliser la démographie pour justifier toutes les conneries. Et encore moins toutes les guerres. D'accord? Ça a été multiplié par 3 ou par 4, la population. C'est déjà énorme. Mais la consommation d'eau a été multipliée par 15. OK? Et la démographie n'a jamais été, pour les temps modernes, la vraie cause de la guerre. On a trouvé d'autres raisons pour la guerre, qui sont beaucoup plus efficaces, le pétrole et d'autres raisons que tout le monde connaissait. Donc, pour la démographie, on peut revenir là-dessus, là encore, mais on ne va pas squatter la salle pour ça. Sur l'Égypte Ah oui, sur l'Égypte. Non, mais madame, vous devriez vous inquiéter davantage de ce qu'on fait de l'eau. Vous devriez vous inquiéter davantage de ce qu'on fait de l'eau en Égypte même que ce qui se passe au sud d'Aswan. Bien sûr que le barrage de l'Éthiopie, le barrage de la Renaissance, va forcément changer quelque chose, mais symboliquement plus qu'en termes de volume d'eau. Jusque-là, encore une fois, je disais que l'Égypte décidait de tout. Et l'Égypte, en 80, j'allais dire une bêtise, je crois que c'est en 2007 ou 2008 que l'Éthiopie a réussi à faire signer aux pays du sud du bassin, pour la première fois de son histoire, un nouvel accord de partage des eaux du Nil. Et l'Égypte l'a su par la radio, le pire. Et donc ça, c'était en 2008, on vérifie ensemble, mais je crois que c'est en 2008. Une réunion à Kampala. Et c'est Addis Abeba qui l'a organisée. Pour la première fois, on faisait une réunion sur le bassin du Nil où l'Égypte n'était pas intervenue, et que l'Égypte a su par la radio, et non même pas par la voix la voix VOIX de son ambassade, VOIE plutôt, hein, VIA. Mais le vrai problème en Égypte, il y a énormément d'eau encore aujourd'hui en Égypte malgré la croissance de la population. Dans le milieu rural, il y a moins de 35% de la population qui a accès à une eau potable. C'est un scandale. Ça n'a rien à voir avec l'Éthiopie. Ça, c'est un problème de justice hydraulique. En Égypte, il y a la plus grande armée d'ingénieurs, et de savoir-faire, de compétences. Donc, ce n'est pas un problème de compétences. Il y a énormément d'argent, ce n'est pas un problème d'argent non plus. Dans le milieu urbain, 66% a vraiment, quotidiennement, d'une manière sécurisée, un accès à une eau dite potable. Vous savez mieux que moi, moi j'ai vécu 16 ans, vous avez peut-être plus de proximité avec ce pays, que l'eau en Égypte n'est pas potable de toutes les façons. D'accord? Si vous ne risquez pas la diarrhée tout de suite, vous risquez un cancer dans 15 ans. Il y a du plomb, et le plomb, on ne peut pas le séparer de l'eau. Et c'est un circuit fermé. Toute la poubelle de l'Égypte tombe directement dans le Nil. C'est ça ce qu'on voit. 82,
Le ministère égyptien de la Santé ne publie pas, mais fait un rapport que moi j'ai utilisé pour ma thèse, il est référencé dans ma thèse, je n'ai plus les références, disant que l'eau au nord du Caire n'était plus potable. Plus que la moitié de la population vit au nord du Caire. C'est ça le vrai problème. Et l'Éthiopie, géographiquement, je ne parle pas ni administrativement, ni de volonté politique, et je ne suis pas naïf. La topographie de l'Éthiopie n'autorise pas le stockage d'un volume d'eau supérieur à quelques 4 ou 5 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte, en rationalisant l'eau, peut économiser jusqu'à 15 milliards de mètres cubes d'eau, mais à condition d'arrêter l'irrigation du désert, qui ne vous sert à strictement rien, ça sert exclusivement à produire des produits dits propres ou bio, exportés en Europe, et je pense qu'on peut en acheter à Genève, mais jamais au Caire. Voilà ce que je dis. On revient sur la question de l'eau en Palestine et au Golan. Oui, je voudrais souligner que la pénurie d'eau est un processus socio-écologique qui dépend des politiques et des dynamiques politiques, pas seulement des dynamiques écologiques. Elle est un processus créé par des dynamiques politiques pour des objectifs politiques, la plupart des fois. Et les problèmes des sources dans les villages de Wadi Foukin, l'étude hydrologique sur les sources de Wadi Foukin a été menée par l'université, the Hebrew University, l'université hébraïque, et par un groupe d'étudiants israéliennes en collaboration avec l'organisation FOEM, qui est une organisation qui travaille pour le partage des ressources en eau entre Israël, la Palestine et la Jordanie. Et cette recherche a été présentée à le gouvernement israélien, mais n'a pas servi pour fermer ces processus. Et parce que c'est quelque chose, c'est un processus qui est favorable à l'exploitation des terres israéliennes. Mais aussi, ces dynamiques sont dangereuses pour la population de Wadi Foukin parce que aussi l'intervention de ces organisations qui travaillent pour le partage des ressources entre Israël et la Palestine sont considérées dangereuses par la population parce que il propose à Israël de déclarer les villages en tant comme une réserve naturelle. Mais nous savons que plusieurs des terres en Palestine, et pas seulement en Palestine, ont été expropriées avec cette excuse. Ont été expropriées avec l'excuse de préserver un parc naturel ou des ressources naturelles. Et pour cette raison, ce n'est pas simple la question des centres israéliens qui travaillent pour l'étude des sources d'eau, parce que aussi ces études, plusieurs des fois, sont utilisées par le gouvernement israélien pour les mêmes raisons, pour exproprier les terres palestiniennes. Sur le problème les problèmes de l'eau en Palestine sont liés aux problèmes agricoles et à la question de la possibilité de nourrir toute la population palestinienne. Et la question de l'eau crée une dépendance des Palestiniennes de cette façon. La pénurie d'eau empêche le développement agricole et industriel et il crée une dépendance des Palestiniens vis-à-vis du marché des ressources israéliennes parce qu'ils doivent acheter toutes choses
d'Israël. Et c'est une... Parfait. Merci. Merci. Géraldine, sur la question notamment de l'Iran et du rôle de... D'abord, je veux dire une petite chose. Je veux dire, au Moyen-Orient, il y a des pays qui ont de l'eau, il y en a qui ont du pétrole, il y en a qui n'ont pas de pétrole, il y en a qui n'ont pas d'eau, il y en a qui n'ont pas d'idées, puis il y en a qui ont de l'eau et du pétrole. Alors, celui qui a le plus des deux, c'est l'Irak. C'est vraiment le pays du Moyen-Orient qui a, en termes de réserve, aussi bien hydrologique ou hydrique, on dit plutôt. 400 mètres cubes par personne et par an. Moi, je vous ai dit quand j'ai commencé que je n'étais pas une spécialiste de l'eau, donc je me tourne vers Habib qui, lui, en plus, il a mémorisé tous les chiffres. C'est très impressionnant. C'est quelques années, oui. Voilà, donc là, vous avez la conjonction d'un pays qui a beaucoup de pétrole et qui a beaucoup d'eau. Mais encore une fois, la question de l'eau, c'est qu'une grande partie de ces eaux de surface, ils ne les contrôlent pas. Alors, on en revient à la question de Madame sur ces dust storms. Donc, je ne vais même pas m'aventurer à essayer de retraduire ça en français. Donc, c'est en effet devenu un élément... oui, non, mais Dust Storm, on le trouve traduit parfois dans la littérature, parce que quand même, je suis allée voir. Bon, je ne fais pas des anglicismes gratuits. Parfois, c'est traduit comme tempête de sable, et parfois, c'est traduit comme tempête de poussière. Voilà. Alors, je ne sais pas. Voilà. C'est pas la même chose. L'Iran s'inquiète ces dernières années de la multiplication de ces tempêtes de poussière au sud, qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes, mais qui touchent également l'Irak. C'est pas uniquement propre à l'Iran. Et donc l'Irak a fait valoir au moment quand ils ont voulu en particulier faire inscrire les marées au patrimoine mondial pour gagner le soutien de l'Iran. C'est tout un jeu diplomatique aussi, ces inscriptions au patrimoine mondial. Ils ont fait valoir auprès de l'Iran le fait que maintenir l'intégrité écologique de cette zone marécageuse au sud, ça pouvait jouer un rôle sur le climat et amener à limiter la désertification qui elle-même était la cause de ces tempêtes de poussière, on va dire. Donc, il y a eu toute une série de réunions bilatérales qui se sont tenues ces dernières années. Ce n'est pas ma spécialité, donc je ne travaille pas là-dessus spécifiquement, je suis ça un peu à distance, mais qui se sont tenues ces dernières années entre l'Iran et l'Irak pour discuter de cette question des tempêtes de poussière et de comment essayer de les endiguer. Mais il y a aussi autre chose, c'est une manière d'enrôler le soutien de l'Iran dans la négociation avec la Turquie. Oui, Mohamed Biyat, tu dis bien que également en amont du Tigre et de l'Euphrate, il y a aussi surtout de l'Euphrate d'ailleurs, il y a surtout la Syrie, mais ces dernières années, c'est plutôt la Turquie qui m'a l'air de poser problème aux Irakiens, qui est quand même plus active que la Syrie en termes de développement de ces installations hydrologiques. Et donc, l'Irak essaie de s'allier de se gagner le soutien de l'Iran dans sa négociation avec la Turquie, parce que la Turquie, qui elle a beaucoup d'eau, n'a pas de pétrole. On en revient encore à ça. Et une des grandes raisons pour lesquelles la Turquie, alors raison purement économique, parce qu'il y a des raisons politiques aussi, tient à développer ses barrages, c'est aussi pour fabriquer de l'énergie hydroélectrique et pour pouvoir être un peu moins dépendante en termes énergétiques. Mais l'Iran fournit du pétrole à la Turquie aussi. Donc c'est tout un jeu régional. Je suis sûre que Habib parlerait de ça beaucoup mieux que moi. Oui, non. Mais non, juste peut-être dire que celui qui a construit le système hydraulique turc, c'est un monsieur Turgut Özal, qui est un ingénieur hydraulique qui a pris la présidence à un certain moment. Et c'est lui qui a mis en place ce projet. Et il a eu cette formule qui va avoir des conséquences énormes sur la littérature en sciences sociales et notamment en géographie portée sur l'eau, qui est du pétrole contre des tomates. Et en gros, il parlait aux Irakiens et aux Syriens en disant on vous donnera de l'eau et vous nous fabriquez des tomates chez vous parce que c'est le désert et c'est là qu'on fabrique les meilleures tomates. Et moins cher, évidemment, parce que le travail en Irak et en Syrie est moins cher. Et c'est de cette formule-là qu'un certain géographe, encore un autre, de Londres, John
Tony Allen, qui était à SOAS, qui a inventé ce concept de l'eau virtuelle. Je suis sûr que vous en avez tous entendu parler. Merci. Bon, on va prendre encore un tour de questions, s'il y a des questions. Si vous avez d'autres éclaircissements, madame. Oui, oui, oui. Bonjour. Merci infiniment d'ouvrir des horizons sur des espaces trop ignorés chez nous. J'ai été quand même extrêmement ébahie d'apprendre qu'on peut inonder les marais avec quelle eau? Première question. Deuxièmement, est-ce que l'eau qui vient de Turquie, c'est des glaciers ou c'est de l'eau? Comment est-ce qu'elle est stockée en Turquie? Et malgré tout, est-ce que le réchauffement climatique ne va pas faire en sorte que l'eau des marais, précisément, s'évapore? Merci. Madame devant. Oui, si vous me permettez, je voudrais répondre à la question de l'inexistence du droit international de l'eau, vu qu'on est à Genève, donc il y a le secrétariat de la Convention sur la... Non, mais même partout dans le monde. Mais voilà, je voudrais dire que la Convention des Nations Unies sur les droits relatifs aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation a été négociée à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York par plus que 100 États. Donc on a la Convention sur la protection des cours d'eau transfrontières est ouverte et pas seulement à des pays de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, mais aussi à l'Afrique, le Tchad et le Sénégal sont les premiers pays à en faire partie. Au niveau régional, on a un grand nombre d'instruments sur la gestion des ressources en eau transfrontières. Et je voudrais dire qu'en Afrique, on a de très beaux exemples de gestion des ressources en eau transfrontières, en particulier sur les fleuves Sénégal. Et vous avez vous-même mentionné des traités, c'est vrai, qui sont asymétriques entre l'Égypte, le Soudan et pour les partages du Nil, mais je pense que ça ne correspond pas à la réalité internationale de dire que les droits internationaux de l'eau n'existent pas. Désolée, merci. Non, pas désolé, c'est très bien. Bon, ça c'est autre chose. Bon, alors, une réaction? Je réponds en vitesse, mais je pense que Habib va rebondir sur la question des marées. Oui, enfin, je ne peux pas parler de manière générale, mais en tout cas, oui, l'assèchement de marées, ça peut être réversible, hein, bien évidemment. Dans le cas des marées du sud de l'Irak, mais il y a d'autres cas, l'eau il y a eu des digues, il y a eu tout un tas d'installations d'ingénierie hydraulique qui ont été mises en œuvre pour pomper l'eau et surtout empêcher l'eau des fleuves de s'épandre dans les zones marécageuses. Bon, donc ce qui s'est passé post-2003, mais là je simplifie énormément, c'est que ces ouvrages hydrauliques ont été soit complètement inversés, c'est-à-dire que les pompes qui pompaient l'eau des marais vers les fleuves se sont mis à pomper l'eau des fleuves, on les a inversées pour qu'elles pompent l'eau des fleuves sur les zones de marais. C'est des espaces écologiques instables depuis des millénaires et qui subissent eux-mêmes périodiquement des périodes de sécheresse qui peuvent durer très très longtemps sur certaines zones. Et il y a un écosystème qui est tout à fait adapté à cet environnement et qui peut très bien renaître, que ce soit la faune ou la flore, au bout de 10, voire 20 ou 30 ans de sécheresse. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas des marais. Et Habib pourra peut-être en dire plus. Non, pas beaucoup plus, parce qu'on ne va pas se perdre dans des considérations techniques. Mais comme on a réussi à sécher quasiment les marais, on peut très bien les remplir de nouveau. Et Saddam aurait pu faire l'option inverse, ça veut dire surinonder les marais. Il serait arrivé au même résultat, vider les marais de la population, peut-être...
Moi, je dis que ce n'était pas ça qu'ils voulaient faire. Non, mais je sais, mais c'est une autre question. C'est juste pour dire que techniquement, on peut aussi bien inonder un territoire que l'assécher complètement à partir du moment où c'est de l'eau de surface. Ce n'est pas l'eau de pluie, c'est de l'eau de surface, et il suffit de la canaliser dans un sens ou dans un autre, ou construire des barrages pour faciliter son inondation. Le complément d'information, je ne sais plus comment ça a été posé, mais d'où vient l'eau en Turquie? Au fait, le Tigre et l'Euphrate sont essentiellement nourris par la Turquie. Pluie et glace, évidemment, les deux à la fois. Le système de mise sous contrôle des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, c'est une décision exclusivement turque. Il y a 27 barrages dans un ensemble global du sud-est anatolien, ça s'appelle le GAP. Je ne sais plus comment ça se dit exactement, mais enfin le grand projet hydraulique du sud-est anatolien, encore une fois initié par Turgut Özal, et ces barrages qui avaient deux objectifs. Le premier, c'est de sécuriser l'eau sur place et de soumettre quelque part l'Irak et la Syrie un peu sous sa zone d'influence, parce que quand on contrôle l'eau, encore une fois, on contrôle beaucoup de choses en aval, surtout quand on est le pays de la puissance en amont. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez qu'on a, avec ces barrages-là, qu'il y a 8000 quelque chose, je ne sais plus, 8600 villages kurdes qui ont été inondés par la même opération. Donc, c'était en interne et en externe un outil de gestion de territoire et des conflits extrêmement efficace. Là, quand je dis, pardon, je clarifie juste un point parce qu'il ne faut pas mal prendre ce que j'ai dit, j'ai peur de ça, je suis désolé si ça a été mal pris. Quand je dis, j'ai oublié qu'on était à Genève, ça ne veut pas dire que, ça ne voulait rien dire d'autre que j'ai oublié qu'on était à côté de l'ONU. Parce que je sais qu'il y a une partie de l'ONU qui est juste à Genève, ce n'est pas la ville que je désignais, c'est l'ONU à Genève, comme j'aurais pu dire New York pour parler de l'ONU à New York. C'est juste ça, une petite parenthèse. Pour le reste, s'il y avait... moi, je ne suis pas juriste, hein, je n'ai pas une formation de droit, mais j'utilise les mots tels qu'on me les donne. Il y a deux notions dans ma conception des choses. Il y a deux notions... le droit, l'accumulation d'un certain nombre de textes et de règlements et ainsi de suite, qui fait le droit, comme on dit, le droit foncier ou le droit de navigation, le droit maritime ou ces droits-là. Bien sûr qu'il y a ce droit-là, il existe depuis l'éternité et il se multiplie tous les jours. À chaque fois qu'on a une nouvelle loi, le droit s'enrichit ou s'appauvrit, si la loi est négative, par ce droit-là. Donc ce droit-là existe, oui. Vous avez parfaitement raison. Mais si on entend, et c'est l'autre sens que je donne au droit, le droit en termes de convention, qui protège ou qui sanctionne ou qui décide ou qui permet de résoudre un conflit, est-ce qu'il y a un droit international que je peux utiliser en tant que juge pour dire c'est la Suisse qui a raison, c'est la France qui a tort? Pour dire c'est la Turquie qui a raison, c'est la Syrie qui a tort? Non, ce droit-là n'existe pas. Dans ce sens-là, il n'y a pas de convention internationale. Il y a une convention internationale sur les voies navigables. Ça concerne uniquement la navigation. Il y a un droit international en termes de convention sur les voies maritimes pour la navigation. On ne peut pas faire n'importe quoi en pleine Méditerranée. Mais il n'y a absolument aucune convention internationale au niveau de l'ONU, justement, signée et acceptée par la majorité des pays, pour dire en cas de conflit entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, pour prendre cet exemple-là, comment on peut le résoudre? Il n'y a aucun moyen. C'est lié à l'explication d'un mot. Qu'est-ce qu'un fleuve international? Un fleuve international, c'est un fleuve navigable sur toute sa longueur. Il n'y en a pas un seul dans le monde, ça n'existe pas. Parce que les sources des fleuves ne sont jamais navigables. Bien, merci Habib, merci aux trois intervenants. Juste un mot pour vous dire que, si je suis bien informé, il y a eu un enregistrement en podcast de la table ronde.
et qu'il sera disponible, j'imagine, sur le site du festival, et nous, sur Orient 21, nous le mettrons aussi en ligne, de manière à ce qu'on puisse, vous puissiez éventuellement réécouter ou avoir plus d'informations. Et puis sur Orient 21, on demandera aux 3 contributeurs d'écrire, de manière à ce que vous puissiez aussi suivre. Merci à tous et merci pour votre présence.